Mesdames et messieurs, bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, je ne vous dis pas le sujet de l'émission. Vous allez demeurer avec nous. Mais je reçois Mme Sophie Morin. Madame Morin, bonjour et bienvenue. Merci. Madame Morin, en introduction, j'ai gardé un peu le suspense parce que votre profession, c'est pas habituel qu'on reçoit des gens qui exercent la psychothérapie et vous êtes sexologue. Exactement. Bon, alors, peut-être que les gens vont se demander, bon, qu'est-ce que ça vient faire, la justice entre nous? D'ailleurs, quand je vous ai invité, je pense que vous m'avez dit, qu'est-ce que ça vient faire dans ton émission? Quoi tu veux que je parle? Oui, de quoi Alors, de quoi parle-t-on ce matin? Tu m'as appelé parce que tu souhaitais qu'on parle d'agression sexuelle. Ouais. Donc, dans toute la suite du mouvement MeToo, qu'est-ce qui se passe quand on a été victime d'agression sexuelle? Il y a toute une réalité humaine, mais il y a une réalité aussi parfois judiciaire, pas toujours, mais... Alors, commençons. Bien, merci. Fait que, vous voyez, ça m'a évité de trop parler. Je vous laisse la patinoire. Oui, effectivement, on a beaucoup entendu parler du je sais pas si on dit pas... Non, je dis le syndrome, pas le syndrome, je cherche mon mot, de l'effet MeToo, c'est-à-dire que les victimes d'agression ou est-ce que le mot agression sexuelle, il y a une gradation? Est-ce que les gens qui sont victimes, par exemple, d'exhibitionnisme, on entend beaucoup parler là, de photos à caractère genre je baisse mes culottes puis j'envoie une photo à une collègue de travail. Là. Moi, je suis toujours un peu dépassé là, par ce genre de situation-là. Est-ce qu'il y a une gradation ou en psychologie, on dit non, une agression, c'est une agression. Là. Que tu aies une photo d'un organe génital ou que tu s'assoies sur la rue, est-ce qu'il y a ou ça provoque toujours un peu la même... Bien, c'est que il y a deux niveaux. Tu sais, c'est sûr que là, on parle de l'aspect juridique. Il y a une gradation dans l'aspect juridique. On ne le considère pas de la même façon. Mais au niveau humain, au niveau des conséquences, ce qu'on sait, c'est que il n'y a pas nécessairement de corrélation. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai vécu une agression sexuelle avec beaucoup de violence physique que je vais nécessairement avoir plus de conséquences que si ma photo de moi nue a été diffusée aux gens de mon école ou si j'ai eu des attouchements. Donc, c'est ce qu'on se rend compte. On se rend compte que la violence, souvent, on la qualifie en disant qu'elle était plus grave ou moins grave, mais c'est pas garant des conséquences. Je peux vivre des conséquences très grandes, très traumatisantes d'avoir eu des attouchements sexuels et avoir une très grande résilience d'avoir vécu une agression sexuelle avec beaucoup de violence physique. Une des hypothèses de ça, c'est que ce qu'on observe, c'est les gens qui vont avoir vécu des agressions sexuelles avec de la violence physique, elles ont souvent aussi plus de support de la part de leur entourage. Surtout si c'est une agression qui s'est passée à l'extérieur de l'environnement familial, où, tu sais, là, c'est le fameux inconnu, le méchant agresseur sexuel. Donc, souvent, ces personnes-là ont plus de facilité à dénoncer, plus de facilité à aller chercher de l'aide et plus de support. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement de conséquences, mais il faut faire attention quand on s'adresse aux gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles, de dire « Ah, bien, c'était pas si pire ». Il faut faire attention. Ouais. D'ailleurs, pour nous situer dans le cadre de l'émission, justement, ce qui moi, m'intéressait, et j'imagine qu'il va intéresser les téléspectateurs, téléspectatrices, c'est, si je reviens maintenant au fameux MeToo, c'est-à-dire là, principalement des femmes. Il y a des hommes aussi, là, mais principalement des femmes dont on a entendu parler dans les médias. C'est le fait de garder pour soi ce type d'agression-là, puis ensuite, à un moment donné, dire « OK », puis là, est-ce que, pour vous, là, pour les gens de votre profession, est-ce que vous considérez, oui, c'est normal, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a déclenché le processus, là, ça a eu un effet d'entraînement, ou vous êtes vous autres aussi surpris par l'ampleur que ça a pris presque à travers le monde? Bien, c'est sûr que c'était... Tu sais, c'est parce que les statistiques, on les connaissait. L'agression sexuelle, comme la violence conjugale, c'est des violences
qu'on va dire, plus privée, qui se passe souvent sans qu'il y ait d'autres témoins, souvent, pas toujours, mais souvent. Donc, dans les statistiques, on savait que il y avait une grande ampleur. Au Québec, on sait qu'avant l'âge de 18 ans, c'est une fille sur 5, un gars sur 10 qui vont vivre des agressions à caractère sexuel. Ce nombre-là augmente quand on arrive à l'âge adulte. Ah oui? Donc, parce que avant 18 ans, donc être victime d'agression sexuelle oui. avant 18 ans, mais après ça, à l'âge adulte, ça peut arriver aussi. Oui, exact. Donc, on le savait, puis souvent, les échos qu'on entendait, c'était « ben voyons, non, c'est exagéré, c'est pas si pire que ça ». Donc, on connaissait les statistiques, mais là, maintenant, il y a un visage, il y a des visages sur ces statistiques-là, puis les gens font comme « eh mon Dieu, OK ». Là, on savait qu'il y en avait beaucoup, mais maintenant, il y a des visages, les gens ont commencé à en parler beaucoup. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est extrêmement positif pour dire, bon, OK, enfin, on peut en parler. On sait que c'est pas juste des gens qu'on connaît pas trop. Donc là, les gens commencent à être plus prudents aussi, à avoir un peu moins de jugement parce qu'il y en a dans l'entourage, pas juste la fille que je connais pas qui fait exprès qui court après. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, on avait observé quelque chose à plus petite échelle quand même, mais au moment où Nathalie Simard avait dénoncé ces agressions sexuelles, moi, je travaillais dans des ressources en agression sexuelle à peu près à cette époque-là, on avait vu une augmentation dans les demandes d'aide. Donc, à partir du moment où quelqu'un en parle, quelqu'un décide de transférer la honte, donc parce que les victimes d'agression sexuelle vivent beaucoup de honte, elles se font beaucoup culpabiliser. Donc, à partir du moment où quelqu'un qui a une crédibilité en parle, ça aide d'autres personnes à trouver le courage pour dire, OK, bien moi aussi, je vais aller chercher de l'aide. Donc là, on parle d'aller chercher de l'aide et pas nécessairement enclencher le processus juridique parce que c'est deux choses différentes. Ouais. Ça, on pourra y revenir. Et justement, est-ce que... je pense qu'on entend tous des commentaires du genre ben voyons, ça y a donc bien pris du temps pour le dénoncer, ou pourquoi elle n'en a pas parlé avant. On entend dans le milieu artistique. Je ne sais pas si c'est... en fait, je pose la question comme animateur. Personnellement, j'ai une idée, ou du moins, j'y pense à quelque chose, mais comme animateur, je dirais... Là, on expose le milieu artistique, que ce soit télé, film, puis on comprend que derrière ça, il y a une question de pouvoir. Donc, moi, je te tripote, ma grande, puis tu dis rien parce que tu n'auras pas de carrière. Là, on est dans un phénomène, puis il y a l'agression plus... j'allais dire, plus niaiseuse. Plus niaiseuse de ce qu'on a entendu parler au sujet d'un producteur masculin au Québec là, qui s'exhibait, blabla, qui faisait des blagues, là, qui trouvait ça... Qui était plus dans l'exhibitionnisme. Donc, il n'y avait pas de contact physique, mais c'est quand même une agression à caractère sexuel. Et ça, il y a toujours derrière ça la question, j'imagine, d'autorité et de pouvoir, ou souvent, la question d'autorité et de pouvoir. Bien, oui, effectivement. Donc, c'est souvent un enjeu. Puis, tu sais, c'est que les contextes ne sont pas toujours tous les mêmes. Mais effectivement, une agression sexuelle, c'est de transgresser une frontière. Donc, d'être dans l'espace de l'autre. Et là, on est dans la catégorie à caractère sexuel. Donc, c'est pour ça aussi que le spectre, il est vraiment très large, en fait, par rapport aux agressions sexuelles. Si je te montre mon pénis, bon, si quelqu'un montre son pénis, bien, non, il n'y a pas de contact physique, mais il y a quelque chose d'agressant. Voyons, comment ça se fait que je vois ton pénis? Socialement, on ne fait pas ça. Puis surtout dans la façon de le faire, il y a beaucoup de questions d'intention. Donc, la personne qui le fait, c'est pas le même contexte si je suis dans un camp naturiste, si je suis dans un vestiaire ou si je suis en plein milieu de la rue. Il y a toute une question d'intention. Si je suis en train de me changer dans un vestiaire, je ne suis pas en train de me montrer, je suis en train de me changer. Ça se peut que si je me change dans le vestiaire, j'ai envie de me montrer aussi, mais des fois, il y a des subtilités c'est plus difficile à saisir. Donc, là, je suis sûre que je suis en train de répondre à la question. Tout à fait. Je suis tout à fait... Je suis d'accord avec ce que vous nous expliquez. Je trouve intéressant parce que la ligne entre le juridique, pour moi, le fait... Je ne suis pas un procureur de la couronne, je ne suis pas un criminaliste. Je me disais, un jour, on reviendra avec une criminaliste ou peut-être qu'on organisera une émission à 3 pour avoir l'intervention de notre criminaliste en résidence, Maître Dion. Mais parce qu'il y a derrière ça tout le syndrome... je m'excuse, moi, je cherche mes mots dans votre monde. L'effet... est-ce qu'on dit ça peut créer un syndrome? En tout cas, quel serait le bon mot pour dire l'effet sur la victime?
Puis encore là, ça dépend, c'est que c'est pas tout le monde qui va avoir le même genre de conséquences. Donc, il y a des victimes qui peuvent avoir même jusqu'à un état de stress post-traumatique, oui, okay, donc bon. de vraiment avoir, c'est un trouble de santé mentale, donc avoir de la difficulté à dormir, avoir des flashbacks. Il y en a qui vont perdre la réalité, il y en a qui vont se rendre dans des états psychotiques. Donc, ça va dépendre. Il peut y avoir toute une gradation de symptômes. Puis là, on parle pas, corrigez-moi, mais là, ce genre de symptômes-là, on parle pas nécessairement d'agression avec violence. Encore là, ça dépend de quoi on parle quand on parle de violence. Est-ce que si on parle de violence, on parle de violence physique, mais il peut y avoir toute une violence psychologique. Par exemple, un enfant qui joue avec un adulte et que cet adulte-là utilise sa position d'adulte, d'autorité, puis dit « Viens, on va faire un jeu, on va jouer à trouver, tu vas trouver quelque chose dans mes pantalons, puis tu vas sortir le petit oiseau, tu vas donner des bisous au petit oiseau en parlant de son pénis. » Puis que l'enfant qui est un enfant qui ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer, qui le fait, puis à un moment donné, puis que ça devient un jeu. L'enfant va penser que c'est un jeu, ne sera peut-être pas à l'aise, puis à un moment donné, il se rend compte que ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de violent dans utiliser sa position de pouvoir pour amener un enfant qui est vulnérable, qui est innocent, à être dans un contact sexuel complètement inapproprié, qui est une agression sexuelle. Donc, la violence, c'est pas nécessairement la violence des coups. La violence, c'est de dépasser des frontières. Donc, quand on parle d'enfants, puis dépendamment de l'âge des enfants, de est-ce que ça a été répété, qui était la personne, est-ce que c'était une personne avec un grand lien de confiance, il peut y avoir des conséquences beaucoup plus grandes ou même très, très grandes, même s'il n'y a pas eu de violence physique, parce que justement, le fait que la personne se dise « Mais écoute, j'ai-tu voulu ça? Je l'ai-tu cherché? Comment ça se fait que je n'ai pas crié? Comment ça se fait que je n'ai pas dit non? » Mais des fois, justement, parce qu'il y a eu une confusion qui a été semée, et il y a encore plus de conséquences dans ces moments-là. Quand les personnes se sentent responsables, elles disent « Peut-être que j'ai fait quelque chose. Peut-être que je suis responsable de cette agression-là. » Alors que quand on est un enfant en position de vulnérabilité, qu'on est avec un adulte qui est censé s'occuper de nous, on n'est pas censé avoir à dire à l'adulte « Ben non, je ne toucherai pas à ton pénis. » Comme, déjà, cette scène-là ne devrait pas arriver. On ne peut pas donner la responsabilité à un enfant de se défendre. C'est aux adultes de prendre soin des enfants. Et dans ce processus, je veux dire, d'acceptation pour la victime, là, de dire, bon, à un moment donné, de réaliser, moi, je n'ai rien fait. Là. Il a abusé, la personne a abusé ou de son autorité. Ben, si c'est un adulte, là, j'imagine que ce n'est pas le même processus pour un enfant qui va se demander ou un jour va avoir à travailler avec ça. Est-ce que on va souvent ou fréquemment vous faire appel à vos services pour justement... Parce que, attendez, je vais mettre en ordre mes idées pour dire, il y a le processus d'acceptation, puis un jour, j'aurai à décider si je veux porter ou non une plainte au criminel. Oui. Bon. Est-ce qu'on va souvent faire appel aux services d'intervenants ou de professionnels comme vous, j'imagine dans le processus d'acceptation, bien sûr, et ensuite dans le processus juridique, un accompagnement, si je veux faire une plainte, comment je vais être reçu par... les policiers, est-ce qu'ils vont me croire? Je pense à Nathalie Simard, qui s'en prenait quand même à une personnalité publique. Là. Peut-être que la question se pose... Bien, oui, puis il va y avoir une différence entre quelqu'un qui va avoir vécu des... Parce qu'une agression sexuelle qui arrive pendant la construction de l'identité de la personne, donc pendant toute la période de l'enfance puis de l'adolescence, va avoir des conséquences... Je ne dis pas qu'elles sont plus graves, mais je suis en train de me construire. C'est pas comme si je vis un acte criminel, n'importe lequel, y compris une agression sexuelle, rendue à l'âge adulte. Il y a un moment où je suis capable de dire, il y a eu ce moment-là, il y avait ma vie avant et il y a ma vie après. Donc, je suis capable de savoir c'était comment avant. Mon identité, elle était déjà construite, je savais j'étais qui, j'ai une espèce de référence. Mais si c'est arrivé pendant que je me construisais, d'être capable de savoir j'étais qui avant, je suis qui moi, c'est très difficile d'être capable, pour les personnes, de savoir OK, mais je me suis construit. Moi, j'ai eu des gestes à caractère sexuel, des agressions sexuelles à 2 ans, 5 ans, 8 ans. Beaucoup, tu sais, des garçons, je pense en ce moment à des garçons qui ont vécu des agressions sexuelles avant la puberté, donc toute la construction de la masculinité. Est-ce que moi, je vais devenir un agresseur? Est-ce que dans ma sexualité, est-ce que je peux avoir une sexualité? Est-ce que je vais devenir un agresseur? Donc, ils vont pas oser s'approcher soit des filles ou même de leurs enfants. Il va y avoir tout
un rapport conflictuel à l'identité sexuelle. Comme femme aussi, est-ce que moi, je suis juste un objet sexuel? Donc, dans leur relation, elles vont recréer plus tard des situations où est-ce qu'elles sont des objets, où est-ce qu'elles ne sont pas respectées. Donc, c'est aussi dans ces situations-là, c'est très fréquent que c'est long avant que les agressions sexuelles soient dénoncées parce que, justement, c'est pas clair, là. Ah, bien, c'est l'agression sexuelle qui a causé ces conséquences-là. Je le sais pas, j'étais trop petit, je me construisais, je suis pas capable. Donc, ça entre en jeu là, par rapport au moment de dénonciation. Donc, dans ces situations-là, encore plus, il va y avoir beaucoup aller chercher de l'aide avant, être capable de départager « je suis qui, qu'est-ce qui s'est passé », donc tout faire le ménage dans toutes les émotions qui émergent pour se solidifier, se consolider, puis après de voir, bon, mais maintenant que je suis solide, qu'est-ce que je fais avec, est-ce que je vais au judiciaire ou pas? Est-ce qu'on sait, en littérature, là, dans votre domaine, est-ce qu'on sait s'il y a un grand effet libérateur de porter une plainte, c'est-à-dire d'aller plus loin contre l'agresseur ou ça n'a pas d'impact, qu'on le dénonce ou qu'on ne le dénonce pas? Un des impacts les plus importants, ça va être d'être cru. C'est ce qui est le plus important, d'être cru. Quand je dis j'ai été victime d'agression sexuelle, c'est un des facteurs les plus importants. D'être supporté par son réseau parce que j'ai été cru, donc ça va avec aussi, c'est un des facteurs les plus importants. De faire une plainte, ça dépend comment ça a été fait. Est-ce que ça a été fait parce que je me suis fait déposséder de mon histoire, puis là, ça a été la panique, puis là, tout le monde a décidé de porter plainte à ma place? Est-ce que je le fais parce que, pour moi, c'est un processus d'autodétermination, d'empowerment? Je le fais parce que j'ai envie que cette personne-là prenne la possession, la responsabilité de ses actions et qu'elle y fasse face. Ça peut être très libérateur, ça peut être très destructeur, dépendamment de comment la personne qui a été victime s'inscrit dans le processus juridique. Parce que, bon, quand on arrive au juridique, on a été victime d'agression sexuelle, de violence conjugale, c'est pas moi contre l'agresseur. Je suis un témoin dans ce processus-là. Ouais, c'est souvent difficile à prouver pour être capable d'amasser de la preuve. Donc, il y a toute une réflexion à avoir. Là, c'est moins ma spécialité là, sur le processus judiciaire pour les victimes d'agression sexuelle, mais beaucoup sont insatisfaits, trouvent que les peines ne sont pas assez sévères parce que ça a été difficile de prouver, parce qu'on doit prouver hors de tout doute raisonnable que ce soit arrivé. Et souvent, il n'y avait pas de témoins. Il y a d'autres façons là, d'amener de la preuve, mais c'est pas comme si je me suis fait rentrer dedans dans mon auto puis il y avait une caméra qui a tout vu ça. Donc, oui, il y a évidemment, là, on a beaucoup, ça a été fortement médiatisé, des cas au cours des derniers mois ou des toutes dernières années. Je pense entre autres à une étudiante américaine, un étudiant sportif là, reconnu dans son université qui a été surpris par 2 étudiants en train de violer une jeune femme, une étudiante qui était en état d'ébriété ou intoxiquée, là, qui ne se réalisait même pas ce qui lui arrivait. Et le juge, dans sa grande sagesse, il faut dire qu'aux États-Unis, ils sont élus, hein? Je ne me trompe pas, là. Alors, lui, il a dit, ouais, ben c'est un étudiant modèle. Il ne faut pas scraper sa carrière, c'est-tu lui, là? C'est ça. Il ne faudrait pas briser sa carrière. Il ne faudrait pas briser sa carrière. Bon, je ne vous demande pas de commenter sa décision. Je pense que chaque personne raisonnable peut se faire une idée. Si vous trouvez que c'est normal... pensez-y comme il faut, si ça vous est arrivé ou arrivé à un de vos enfants. Bon. Mais en même temps, oui? C'est justement là le problème. Bien, le problème, il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis-là, qui vont dire « Ah, mon Dieu, mes pauvres, tu sais, il y a eu un geste, ça va briser sa vie. » Oui, mais il y a des conséquences à ces actions. C'est pas parce que tu es une célébrité connue, c'est pas parce que tu as étudié puis que tu t'en vas dans tu vas avoir un brillant avenir. Tu es responsable de tes gestes et tes actions. Tu as agressé sexuellement une personne. Tu n'as pas marché sur le pied d'une personne. Tu as agressé sexuellement une personne qui était intoxiquée. Puis tu t'es rendu au procès, donc probablement que tu n'as pas reconnu tes actions. Il y avait beaucoup de banalisation. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup hein, dans les adolescents agresseurs. Là, ce qu'on remarque, c'est que le déni de la situation est partagé par l'ensemble de la famille. Donc, plus la personne qui a commis l'agression sexuelle est dans le déni,
plus sa famille va l'être aussi, les parents vont l'être aussi. Donc, il y a quelque chose de systémique là, dans l'environnement familial qui est maintenu. Donc, c'est pas étonnant, parce que le père avait dit, bien là, il avait banalisé aussi beaucoup. Donc, c'est un problème de banaliser. Non seulement tu as commis une agression sexuelle, en plus, tu dis, bien là, c'est pas si pire, je m'excuse, mais je le dis pour la caméra, puis il n'y a rien de senti. Bien, tu sais, la loi, elle est là pour tout le monde. J'ai pas besoin de te rappeler que tu n'as pas le droit d'agresser sexuellement ton voisin quand il est sous. Bien, tu vas faire face à tes actions. Il n'y a pas de différence, moi, comme juriste, entre prendre ma voiture puis décider sur la rue Richelieu de rouler à 150 km/h en disant, ben là, il était 4 heures du matin, comment je pouvais me douter que quelqu'un traverserait la rue au moment où je passais? Aussi banal que ça puisse l'être, c'est un peu le même principe. Là. Puis en même temps, c'est difficile de dire, bien, je ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui serait nu devant mon pénis pendant que je serais là. Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose où je choisis d'avoir des... Puis on ne parle pas de relations sexuelles, je choisis d'avoir des gestes à caractère sexuel avec une personne qui est inconsciente. Donc, je me fous complètement de son consentement. Puis de dire, bien, elle avait l'air où elle est intoxiquée. Comment ça se fait que tu prends plaisir à avoir des gestes à caractère sexuel avec quelqu'un qui est intoxiqué, qui n'est pas là? C'est pas une relation sexuelle. Pour être dans une relation, ça prend 2 personnes. Bon. Au niveau, par exemple, d'une personne, je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous en parler, justement, une personne qui est intoxiquée, qui n'a pas eu connaissance, est-ce qu'il n'y a pas un... Là, j'ai déjà entendu des gens dire, bien là, elle n'en a pas eu... Chanceuse, elle n'en a pas eu ou il n'en a pas eu connaissance. Est-ce que le fait, justement, d'avoir été agressé puis de pas avoir eu connaissance de l'agression, mais de savoir que j'ai été agressé, je ne sais pas si je m'exprime bien, ça doit provoquer une espèce d'état d'insécurité ou je ne vous demande pas j'insiste pas pour avoir une opinion professionnelle, mais juste, est-ce qu'on peut penser que ça peut arriver... C'est que la personne est inconsciente, mais il y a quand même une mémorisation. Il peut avoir une mémoire traumatique. C'est quand même son corps. Il y a quand même certaines parties de son cerveau. Je veux dire, le cerveau n'était pas débranché complètement. Donc, il y a une mémoire traumatique, une peur qui peut arriver de ne pas savoir ce qui s'est passé. En plus de savoir, je ne sais pas qui est mon agresseur, je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est des amis. Je ne sais pas s'ils étaient plusieurs. Donc, si la personne était déjà méfiante avant, donc là, ça peut exacerber. Là, assez régulièrement, dans des situations comme celle-là, on voit des gens qui vont développer un état de stress post-traumatique dans des situations comme celle-là, d'avoir peu de souvenirs, pas de souvenirs. Il y a un phénomène que l'on retrouve beaucoup aux États-Unis parce que les universités sont la grande majorité privées, donc on parle de beaucoup d'argent. Je pense, entre autres, je pense que c'est Harvard, là, où c'est 50 000 $ par session là, pour... c'est quand même... bon, on est loin. Il y aurait, semble-t-il, une espèce de refus par les autorités universitaires de reconnaître, là je parle des États-Unis, de reconnaître cette réalité, qu'il y aurait des agressions plus qu'on le pense, qu'on le prétend. On a entendu un peu parler là, au cours des derniers mois, des toutes dernières années, de problèmes pas aussi exagéré qu'aux États-Unis, là, mais de problèmes dans les universités. Mais est-ce qu'on se trompe en disant « Ah, bien, dans les universités, où c'est peut-être un peu plus répandu qu'on le pense, puis là, bien, on parle des universités parce que les gens sont majeurs ou sont plus âgés ou, je ne sais pas si je peux dire plus scolarisés. Bien, dans tout lieu de pouvoir, il y a un risque d'abuser de son pouvoir. Donc, dans les universités, des professeurs qui sont dans des positions de pouvoir. Puis, tu sais, tu nommais à Harvard, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que si mon donateur pour mon université, c'est quelqu'un, justement, qui me donne beaucoup d'argent, je vais avoir une conséquence, moi, à le dénoncer. Eh bien oui, c'est ça. Mais justement, ces personnes-là qui agressent, souvent, elles sont conscientes qu'elles ont placé leur pion. Exact. Elles sont très généreuses dans d'autres contextes. Donc, les gens se sentent un peu mal à l'aise de, bien là, moi, je me ramasse dans le trouble si je la dénonce. Souvent, ça va être des gens qui sont proches des patrons, qui sont connus. Donc, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile de dire, ah, bien, tu sais, je vais aller un peu plus loin, c'est pas grave. Je sais que je vais être, juste le mot en anglais, backé si je vais un peu plus loin, que ce soit au niveau sexuel ou autre, là, dans l'abus de pouvoir. Donc, oui, ça peut être un abus d'autorité carrément. Là. Tu écris ça, tu enlèves ça de ton rapport, ou tu mets pas ça, je veux pas que tu parles de ça, puis, pour telle raison.
les gens réalisent pas qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'abus de pouvoir. On a grandi dans une société, puis au Québec, peut-être moins qu'ailleurs, mais quand même, où il y a quelque chose de normal dans le fait d'abuser de leur pouvoir. Fait que les gens disent, mais voyons, non, c'est pas super, moi aussi, j'ai vécu ça. Oui, toi aussi, tu as vécu dans un environnement où il y a eu de l'abus de pouvoir. Des environnements pacifiques, non violents, sont très rares. Sont très, très rares. Donc, les gens ont de la difficulté à voir que, bien oui, c'est un abus de pouvoir, mais c'est pas normal qu'un professeur ait des relations sexuelles avec son étudiante ou son étudiant. Il a choisi d'avoir ce poste-là, qui est une position d'autorité. Ça vient avec des responsabilités. Si tu souhaites avoir des relations sexuelles avec tes clients, bien, travaille dans un lieu où tu n'as pas de rapport d'autorité. Travaille dans un dépanneur. Travaille où tu veux. Moi, j'avais en tête le 281, là, va travailler dans un endroit où on parle de... Mais c'est une position de pouvoir. Si tu n'as pas envie de gérer la responsabilité, d'avoir ce pouvoir-là, d'être imputable, donc d'être redevable, d'avoir des règles de plus que d'autres personnes, ne travaille pas dans un lieu de pouvoir. C'est la même chose pour les professeurs. Au primaire, au primaire, c'est plus évident, mais au secondaire. Donc, non, tu n'as pas de relation sexuelle avec ton étudiante. Puis peut-être qu'il n'y aurait pas nécessairement de problème, mais il y a aussi que c'est normal que les étudiants, que ce soit au secondaire ou au cégep ou à l'université, construisent leur identité sexuelle. Et dans la construction de son identité sexuelle, de tester son pouvoir de séduction, ça fait partie de la construction de l'identité. Donc, d'avoir envie de creuser son prof, c'est normal. Ça fait partie de la construction de l'identité. Et c'est au prof, à la personne qui a le rôle d'adulte, de dire « T'es super cute, puis dans un autre contexte, peut-être qu'on pourrait se creuser, mais t'es mon étudiante. Ouais, c'est même ça. Pas t'es une adolescente, Non. c'est t'es mon étudiante. Alors non, je transgresserai pas cette frontière-là. Ça n'enlève pas que tu es super cute, tu es super fine ou que tu es bien fin, puis je te souhaite de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager cette relation-là, mais ce ne sera pas moi. C'est déjà tout pour cette semaine. Je pense qu'on va poursuivre pour la prochaine émission pour clore ce débat-là. Je m'adresse aux téléspectateurs, téléspectatrices. Le sujet est un peu différent de ce que l'on traite d'habitude du droit pur. J'espère que vous avez apprécié et que vous serez des nôtres la semaine prochaine parce qu'on va poursuivre je vais presque dire cette discussion-là avec Mme Sophie Morin. Alors, d'ici là, bonne semaine. Restez avec nous à l'antenne de TVHR.